Bonjour. Pi Network 2026, tournant clé. Analyse complète de l'ouverture du mainnet, la stratégie secrète révélée. Pi Network ne construit pas seulement une monnaie, mais une économie basée sur l'utilité et la confiance prouvée par la liquidité. Êtes-vous prêt pour ce changement de philosophie? Rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est découvrir l'essentiel. C'est là que se cache le message qui change tout, le moment où tu comprends pourquoi tu as regardé. Ne pars pas, chaque seconde compte, et la dernière peut transformer ta vision entière avant d'avoir vu la conclusion, car c'est souvent elle qui te donne envie de revenir. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une série de mises à jour assez conséquentes pour le réseau Pi. Oui, très conséquente. Pour ça, on a analysé un mélange de vidéos très pointues, quelques articles d'actualité, et en recoupant tout ça, on commence à voir une stratégie qui se dessine. C'est exactement ça. Et notre exploration aujourd'hui, ce n'est pas juste de faire une liste des nouveautés. Non, bien sûr. C'est de comprendre la logique derrière, le pourquoi. Parce que, honnêtement, la façon dont il déploie ces changements, ça ressemble de moins en moins à un projet crypto, disons, classique. Oui, ça ressemble à quoi alors? Ça ressemble de plus en plus à une sorte de simulation économique à très grande échelle. On dirait vraiment un changement de philosophie. Absolument. Et on va voir que ça touche à tout, de ce que l'utilisateur voit, ce qu'il expérimente sur le réseau de test, Oui, jusqu'aux fondations économiques même du système, et on ira même jusqu'aux premières passerelles vers la finance traditionnelle. C'est une refonte sur plusieurs fronts. et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces pièces du puzzle, on dirait qu'elles commencent à s'emboîter. Chaque mise à jour semble en préparer une autre. Bon, alors commençons par le plus concret, le plus visible pour les utilisateurs, là où on peut cliquer et voir des choses bouger. D'accord. Je parle des modifications sur la plateforme d'échange du testnet, le DEX, donc l'échange décentralisé, et son moteur, l'AMM. Le teneur de marché automatisé, oui. Les sources insistent vraiment là-dessus. Ce n'est pas juste un petit coup de peinture sur l'interface. Elles utilisent l'expression répétition économique. Ça sonne assez sérieux. Salé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un concept fascinant. En gros, l'accord team de PIAP appuie délibérément sur la pédale de frein. Ah oui, c'est à contre-courant. Totalement. Dans un monde crypto où tout est question de vitesse, de quand est-ce que ça explose, eux y ralentissent. L'objectif, ce n'est pas du tout de créer une vague de trading spéculatif avec de l'argent factice. Non. C'est un terrain d'entraînement. Un bac à sable, mais un bac à sable contrôlé. Une sorte de simulateur de vol pour apprendre à piloter une économie? C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. Le message est très clair. Apprenez les mécanismes. Comprenez ce que c'est que la liquidité. Faites des erreurs. Perdez du test paille. Voilà, perdez du test paille. Faites tout ça maintenant dans un environnement où il n'y a aucun risque réel. Et la nouvelle interface qui est beaucoup plus guidée, les tutoriels vidéo, tout ça, ça fait partie de cette démarche pédagogique. Ils forment leurs utilisateurs avant de leur donner les clés de la vraie voiture, en quelque sorte. Précisément. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Parce qu'au-delà de cet aspect éducatif, les sources pointent un changement de structure. Oui, un changement majeur. Majeur. Le passage à des paires d'échanges qui sont toutes basées sur le Pi. Avant, on pouvait échanger un peu n'importe quel jeton contre n'importe quel autre. Maintenant, tout doit passer par le Pi. Pourquoi c'est si important? Ça a l'air d'un détail technique? C'est tout sauf un détail. En fait, c'est vraiment au cœur de leur stratégie économique. Imaginez un grand marché aux puces. D'accord. Si chaque vendeur n'accepte qu'une seule monnaie et que toutes les monnaies sont différentes, c'est le chaos. Vous avez 100 petits marchés minuscules, personne n'a de liquidité, et c'est impossible de savoir le vrai prix d'un objet. Je vois. Chaque transaction devient une prise de tête. Exactement. En imposant le PI comme monnaie de passage obligatoire, il ne crée pas 100 petits marchés, il crée un seul grand hub. Et donc, toute la liquidité, Et on elle le est sent. concentrée au même endroit. Et les sources, elles listent les avantages très concrets. Premièrement, ça réduit ce qu'on appelle le slippage. Le glissement de prix, c'est quand le prix que vous obtenez à la fin n'est pas celui qui était affiché au début parce que le marché n'est pas assez profond. Précisément. Avec des pools de liquidité plus gros, le prix est plus stable. Deuxièmement, ça permet une meilleure découverte de prix, comme on dit. Le marché est plus efficace pour déterminer la vraie valeur d'un actif. D'accord. Et enfin, un marché profond, unifié, est beaucoup plus difficile à manipuler qu'une multitude de petits marchés. Donc c'est une démarche qui vise à traiter le paille non pas comme un jeton de casino, mais Mais comme une véritable unité de compte. voilà, comme le dollar ou l'euro de leur propre écosystème. D'accord, donc on a une structure de marché qui est pensée pour être plus saine, plus stable.
Mais ça ne résout qu'une partie du problème. Hmm. Comment est-ce qu'on s'assure que les jetons qui sont échangés sur ce marché ont une valeur réelle et que ce ne sont pas juste des arnaques? C'est la question à 1 million. Et les sources parlent d'un autre changement qu'elles qualifient de philosophique, passer d'un classement des projets par capitalisation boursière à un classement par liquidité. Et ça, c'est un point absolument crucial pour comprendre leur vision. C'est fascinant parce que ça s'attaque directement au problème numéro 1 de la spéculation crypto, la manipulation des apparences. C'est-à-dire? La capitalisation boursière, c'est très facile à falsifier. Je peux créer 1 milliard de jetons, j'en vends un seul à un ami pour 1 euro, et hop, je prétends que mon projet vaut 1 milliard d'euros. C'est une métrique de vanité, comme on dit. Exactement. Alors qu'en réalité, il n'y a aucune substance économique derrière. Personne n'a investi ces milliards. Voilà. Mais la liquidité, c'est impossible à truquer de la même manière. La liquidité, c'est le montant d'argent réel, ou de TESPI pour l'instant, que des gens ont concrètement déposé et bloqué dans le système. D'accord. Pour être bien classé dans ce nouveau système, un projet ne peut plus se contenter d'un beau site web et de belles promesses. Il doit convaincre des gens d'engager du capital. La question n'est plus quelle est la valeur supposée de votre projet, mais Combien de capital réel les gens sont-ils prêts à risquer sur votre projet? c'est ça. La valeur doit être prouvée par l'action, pas juste déclarée. C'est un message très fort qui est envoyé aux développeurs de l'écosystème. Ça les oblige à construire quelque chose de solide pour attirer de l'engagement. Tout à fait. Et ça s'inscrit dans cette logique de construction de la confiance. Il y a d'ailleurs un autre mécanisme, plus discret, qui va dans le même sens, la vérification de domaine. Ça peut sembler anodin. Oui, mais les sources montrent que c'est une mesure assez puissante. C'est un peu comme le petit badge bleu de vérification sur les réseaux sociaux, pour garantir que le compte est légitime. L'analogie est bonne, mais avec une nuance très importante. Ça ne certifie pas qu'un projet est bon ou sûr. Ça ne garantit pas que vous n'allez pas perdre d'argent. Alors, ça sert à quoi? Ce que ça fait, c'est que ça lie un jeton, de manière cryptographique, à un site web. Ça prouve que la personne qui a émis le jeton contrôle aussi le site web du projet. Ça fournit un contexte, un point de départ pour faire ses propres recherches. Donc ça élimine au moins les arnaques les plus basiques, où quelqu'un crée un jeton qui imite un projet connu, mais sans aucun lien réel. Précisément. Et ça reflète la philosophie plus large de PeeFi. La plateforme fournit des outils, des signaux pour aider à la décision, mais au final, la responsabilité, elle incombe à l'utilisateur. La confiance ne vient pas d'une autorité centrale, mais de la transparence. Exactement. C'est intéressant parce que cette idée de transparence et de construire des bases solides, on dirait que c'est le fil conducteur de la mise à jour plus technique. Oui, Le fameux protocole V3. Là, on quitte l'expérience utilisateur, on va un peu voir sous le capot. Ce n'est plus juste une question de confiance pour l'utilisateur, mais de robustesse technique pour l'avenir, n'est-ce pas? c'est exactement ça. Le protocole V3.22, c'est la plomberie, les fondations du bâtiment. Et le cœur de cette mise à jour, c'est l'intégration de Stellar Core. Qu'est-ce que c'est Stellar Core? Pour faire simple, c'est l'adoption d'un moteur beaucoup plus puissant qui est conçu pour gérer un très très grand volume de transactions. C'est une mise à niveau pour le futur, pour s'assurer que l'infrastructure puisse supporter les 15,7 millions d'utilisateurs du mainnet. Il faut que le système tienne la charge. Il le faut, oui. Et en parlant de charge, il y a un chiffre dans les sources qui fait un peu bondir. Un déblocage massif de 172,5 millions de pailles. Oui. Pour n'importe qui s'intéresse un peu à l'économie, injecter autant de monnaie d'un coup, ça sonne comme une recette pour l'inflation ou pour un effondrement des prix. Pourquoi ils font ça? C'est l'éléphant dans la pièce. Et c'est une question tout à fait légitime. La réaction instinctive, c'est de se dire que ça va créer une pression à la vente énorme. Bien sûr. Mais il faut regarder la justification des développeurs. Leur argument, c'est que cette liquidité, elle n'est pas destinée à être dumpée sur le marché. C'est le capital de départ. C'est le carburant nécessaire pour alimenter l'écosystème. L'écosystème et les plus de 215 nouvelles applications qui arrivent. Voilà, cet argent est fléché en quelque sorte. Il sert à remplir les réservoirs des nouvelles applications pour qu'elles puissent fonctionner. Un jeu, une place de marché, un service. C'est l'idée. Pour qu'une application puisse opérer sur le réseau, elle a besoin d'une réserve de Pi pour ses opérations, pour récompenser ses utilisateurs, etc. Sans cette injection de liquidité, l'écosystème serait à l'arrêt. C'est un pari donc. C'est un pari calculé. Le risque d'inflation est contrebalancé par le potentiel de croissance et d'utilité que ces nouvelles applications vont générer. C'est un investissement dans la future économie du réseau. D'accord. Un compromis entre stabilité à court terme et croissance à long terme.
Et ce protocole V23, il introduit aussi une autre capacité dont on entend beaucoup parler dans le monde de la blockchain, le cross-chain. L'interchaîne, oui, Ça sonne un peu comme du jargon, mais j'imagine que c'est crucial, hein. c'est absolument fondamental. Pensez-y comme ça. Au début d'Internet, il y avait plusieurs réseaux informatiques, complètement isolés, comme des îles. On ne pouvait pas envoyer un email d'un réseau à un autre. Exactement. C'était très limité. Jusqu'à ce que des protocoles communs, comme TCP/IP, viennent tout relier pour créer un seul grand réseau mondial. Je vois. Eh bien, le cross-chain, c'est la même chose, mais pour les blockchains. Ça veut dire que le réseau Pi ne sera pas une île déserte. Il pourra communiquer, échanger de la valeur, des données, avec d'autres grands écosystèmes. Ethereum, Solana, etc. Oui. Sans cette capacité, à long terme, un projet est condamné à l'isolement. Et il perd en pertinence. C'est la porte d'entrée pour faire partie de l'économie numérique globale. D'accord. Donc, si on récapitule, l'économie interne est en pleine répétition générale pour être plus saine, la technologie est mise à niveau pour supporter des millions de personnes et se connecter au reste du monde crypto. C'est ça. Mais la grande question reste, comment on fait le pont entre cet univers numérique et l'argent bien réel qui sont nos comptes en banque? Une des sources fait une analyse très détaillée d'un service intégré au portefeuille Pi qui s'appelle OnRamper. OnRamping, c'est la pièce maîtresse pour cette connexion au monde réel. Il faut le voir comme un agrégateur. Pas une banque, donc. Non, pas une banque. C'est une sorte de comparateur intelligent de services de paiement. Son rôle, c'est de trouver le meilleur chemin pour convertir de la monnaie traditionnelle, des euros, des dollars, en crypto-monnaie directement dans le portefeuille Pi. C'est ce qu'on appelle le on-ramping. Et cet agrégateur travaille avec plusieurs partenaires, comme Banxa ou Transfi, qui, eux, ont les licences pour opérer. C'est ça. Et c'est là que l'analyse devient très très concrète. La disponibilité de ces services, elle dépend énormément de la réglementation de chaque pays. C'est un vrai casse-tête juridique. Prenons des exemples concrets alors. Mettons-nous dans la peau de l'utilisatrice. Je suis en France, j'ouvre mon portefeuille, je veux acheter. Qu'est-ce que je vois? En France, pour des euros, OnRamper vous proposera deux options principales, Banxa et Transfi. Et à travers eux, vous aurez accès à des méthodes de paiement que vous connaissez bien, le virement bancaire SEPA ou même Google Pay. Donc c'est relativement fluide. Relativement fluide, oui. D'accord. Et si je suis aux États-Unis? Alors là, c'est déjà plus restrictif. Pour le dollar américain, seule l'option Banxa est actuellement disponible. Moins de choix, potentiellement des frais différents. Et dans un pays immense comme l'Inde? C'est encore une autre réalité. À l'heure actuelle, l'analyse montre que pour la roupie indienne, aucune passerelle de paiement n'est disponible via OnRamper. Le pont n'est pas encore construit? Il n'est pas encore construit. Ça illustre parfaitement que l'ambition globale du projet se heurte aux réalités réglementaires locales. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Non, et c'est là que ça soulève une question vraiment importante sur l'avenir. En fouillant dans les options proposées par Banxa pour d'autres cryptos, comme Stellar, XLM, qui est technologiquement proche de Pi, Oui. on trouve une option de paiement fascinante, le réseau SWIFT. Attendez. SWIFT, le système de messagerie interbancaire mondiale? L'épine dorsale de la finance internationale? Vous voulez dire que les sources suggèrent qu'il y a une voie potentielle pour que PIS s'intègre au grand réseau bancaire traditionnel? C'est la perspective vertigineuse que ça ouvre. Attention, ce n'est pas encore le cas pour Pi. Mais le fait que leur partenaire de paiement, Banxa, ait déjà cette capacité pour une crypto-cousine, c'est un indice très fort sur la direction qu'il pourrait prendre. Une ambition qui va bien au-delà d'un simple écosystème fermé. Ça vise une intégration profonde avec le système financier existant. Alors, si on essaie de rassembler toutes ces pièces, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a ces développements qui avancent en parallèle. D'un côté, une répétition économique interne, presque une école de finance pour les utilisateurs. De l'autre, une mise à niveau technique majeure. Et enfin, ces premiers pas, ces premières passerelles vers le système financier mondial. C'est une stratégie remarquablement cohérente et patiente. Ils ne sont pas du tout dans la logique de se précipiter sur les marchés pour obtenir un prix élevé et faire la une des journaux. C'est l'inverse. C'est complètement l'inverse. Ils sont en train de former une base d'utilisateurs mondiale, de leur apprendre les règles d'un nouvel écosystème, de les encourager à construire une économie réelle. L'accent est mis sur l'utilité d'abord, la liquidité et le prix ensuite. On le voit avec des initiatives comme l'événement commercial des fêtes. Exactement, qui encouragent les pionniers à dépenser leur Pi auprès de commerçants locaux. Ils construisent une économie brique par brique, pas seulement un actif financier à trader. C'est une approche à contre-courant, on l'a dit. Totalement. Ils construisent la ville avant d'en vendre les appartements.
Une dernière pensée à méditer pour conclure? Oui, compte tenu de cette concentration quasi obsessionnelle sur l'éducation des utilisateurs, sur la construction d'une économie basée sur l'utilité, et ce, avant même un lancement public sur les grands marchés, on est en droit de se poser la question. Et si la plus grande innovation du réseau Pi n'était finalement pas sa technologie, Mais plutôt cette expérience. mais plutôt cette expérience gigantesque d'ingénierie économique et comportementale? Une tentative de façonner en amont les habitudes et les mentalités de millions de personnes pour les détourner de la pure spéculation, pour les orienter vers la création de valeurs réelles. Donc le produit, ce n'est pas tant la crypto-monnaie. Peut-être que le produit, ce n'est pas le paille, mais une communauté éduquée sur ce qu'est une économie numérique.